Alors, je vous propose que nous commencions dès maintenant cette conférence et on va parler de culture client et de RSE, deux défis majeurs pour les directeurs et responsables de l'expérience client en 2023 et 2024. Et pour cela, j'ai un beau panel d'experts. Alors, je vais commencer par Guillaume. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter, puisqu'on a parlé un petit peu de ton livre Culture client, mais tu fais bien d'autres choses. Oui, bonjour. Je suis le cofondateur d'un outil qu'on appelle le COS, Customer Attention Score, avec Daniel Ray, dès 2013. Outil qui a fait un peu sa vie maintenant et qui a réalisé plus de 80 000 tests et plus de 180 entreprises. Donc, on navigue depuis 10 ans maintenant dans ce sujet de la culture client des organisations. Et notre métier, c'est de les accompagner à la fois pour comprendre les forces et les faiblesses de l'organisation et donc de travailler et de se renforcer. Alors le COS, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça permet de mesurer l'orientation client des personnes via un test. Et on peut le faire donc bien sûr aux personnes qui sont dans l'entreprise, mais on peut également le faire aux personnes que l'on veut recruter. Ouais, c'est aussi une façon d'améliorer la culture client de son organisation en intégrant en son sein des collaborateurs qui sont déjà identifiés comme étant orientés clients. Merci. Et pour la petite histoire, donc le COS est basé sur le système d'enquête Eloquent qui permet justement de définir cette fameuse orientation client. Alors juste à côté, donc on a Laurent Trojani. Alors je te laisse te présenter ainsi qu'Ikera. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Trojani et après avoir passé près de 20 ans dans les télécoms, je travaille maintenant chez Ikera, ça fait 5 ans, et je suis en charge de l'expérience client collaborateurs et de la RSE pour le groupe Ikera. Et Ikera, c'est 2400 collaborateurs qui sont dédiés à un moment très précis du parcours client que vous gérez, à savoir les impayés. Donc on s'occupe de relancer les clients de nos grands donneurs d'ordre dans une phase d'impayés. Voilà. Et moi, j'ai rejoint le groupe il y a 5 ans maintenant pour m'occuper un peu de cette transformation culturelle, pour essayer de transformer ce métier et d'en faire un moment, non pas un point de douleur, un irritant, mais quelque chose qui soit un peu plus sympa. Et justement, tout à l'heure, tu me parleras du care, du prendre soin, qui n'est pas forcément le care de Benoît Méronin qu'on connaît habituellement, mais le care de... Il s'en inspire beaucoup. Alors, notre dernier intervenant dans l'ordre de passage, donc je te laisse te présenter, Sébastien. Sébastien Poivlan, je suis le directeur des opérations expérience client donc pour Massif, mutuelle d'assurance, qui couvre effectivement tous les besoins en matière d'assurance dommages, en santé prévoyance et en finance épargne. Voilà. Moi, je suis en charge de toutes les opérations qui couvrent la collecte de la voix du client, le parcours client, la promesse de marque, la gestion des réclamations et la partie veille, innovation, expérience client et podium, donc la valorisation du savoir-faire de Massif en la matière. Merci à tous les trois. Je vais juste terminer par me présenter. Donc, je suis Frédéric Cannevet, Product Manager chez Eloquent et chargé de tout ce qui est projets digitaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Eloquent, donc, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Donc, on a près de 320 clients. On envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction par email, par SMS chaque année. On gère 450 millions d'interactions omnicanal, chat, email, téléphone, etc., etc. Et on a deux métiers principaux. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle les solutions de centre de contact, avec bien entendu la gestion de tout ce qui est téléphone, chat, mail, mais également tout ce qui est voicebot, callbot et tout ce qui est self-care. Et notre deuxième métier, c'est justement l'enquête clients et collaborateurs, omnicanal également, jusqu'à la publication des avis. Et donc, on s'adresse à toutes sortes de clients de toute taille, comme vous pouvez le voir sur cette rapide présentation. Alors, avant de faire cette présentation, on s'était dit, mais justement, quels sont les défis des responsables relations clients et des professionnels de la relation client? Et donc, j'ai fait un petit sondage directement sur LinkedIn et on a eu on a peut-être plus de 150 réponses jusqu'à présent. Et on leur a demandé, mais quelles sont les priorités pour vous? Et c'est vrai que on n'a pas été étonné de trouver en priorité numéro 1 la culture client, parce que dans un contexte économique plus compliqué, justement, avoir des collaborateurs engagés, c'est essentiel. Ensuite, bien sûr, le classique, améliorer les parcours clients. Et le dernier point, et c'est celui qui émerge, et on voit de plus en plus, c'est cette notion de RSE, de responsabilité, et qui doit être tout à fait intégrée, comme tu nous diras tout à l'heure, Laurent, dans la démarche expérience client. Et c'est même une suite logique de toutes les démarches qui sont effectuées depuis des années par les professionnels de la relation client. Alors,
Je vous propose maintenant de passer directement au sujet. Et là, justement, Guillaume, toi qui es un théoricien et un expert de la culture client multi-entreprise, est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés pour justement diffuser une culture client en entreprise? Alors pour cela, je te passe la petite zapette. Merci. Et je te laisse nous donner ces exemples. Alors, bah oui, il n'y a rien de mieux, comme je disais tout à l'heure, les exemples pour prendre conscience du phénomène. Là, je vous donne l'exemple d'un mail envoyé par un directeur d'usine dans une société qui est une sorte de, comment dire, pour ne pas la nommer, une blanchisserie industrielle qui fait du leasing de linge plat aux restaurants, aux hôtels, etc. Et donc, les patrons d'usine achètent le linge, qui ensuite font du leasing avec ce linge dans les différents restaurants de leur zone de chalandise. Et du coup, l'achat de linge correspond quelque part à fait baisser leur rentabilité si jamais ils sont obligés de changer le linge qui est dégradé, qui est sale, qui est abîmé. Donc, pour éviter de trop acheter du linge qui dégraderait leur EBITDA, eh bien, ils ont inventé le concept de tâche propre. Une tâche propre est une tâche qui a été lavée, mais qui reste une tâche, mais elle a été lavée, donc elle est propre. Et c'est tellement ancré dans l'esprit des collaborateurs que j'ai récupéré ce mail-là du patron de l'usine qui interpelle son manager pour dire « PV, c'est Pierre et Vacances ». Et les gars de Pierre et Vacances, ils commencent à nous saouler parce qu'ils nous remontent, ils nous remontent des irritants et des mécontentements parce qu'ils se plaignent de l'état de notre linge. Et donc, ils demandent confirmation à son manager qu'ils ne rêvent pas. Ils sont bien emmerdants, ces clients. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que il va jusqu'à poser la question, je me trompe ou pas? Ils sont chiants ou pas? Il demande à son manager. Donc, il est installé dans l'entreprise. Il est convenu, ça fait partie de l'état d'esprit, avec le concept de la tâche propre, qu'on a le droit de passer complètement à côté d'un phénomène de ce type-là. En l'occurrence, évidemment, on n'envoie pas du linge comme ça à notre restaurateur ou à notre hôtelier. Mais l'entreprise a réussi à faire émerger cet état d'esprit qui les amène à faire des erreurs pareilles. Alors, j'en ai d'autres, Celui-là, il est pas mal. C'est une remise qui, évidemment, est un peu spéciale parce qu'elle est à 0%, mais si vous regardez bien, elle est à 90 centimes de remise. Sauf qu'il n'y avait pas la virgule après le zéro. Et en réalité, souvent, on me dit, mais enfin, Guillaume, ça va, c'est des petites erreurs, il y en a plein des comme ça. Petite erreur. Reprenez le fil du truc. Donc, il y a bien quelqu'un qui est au 26e étage de la tour à Ivry-sur-Seine qui a négocié les opérations commerciales, qui a envoyé ça à la com et au marketing, qui a édité des bons à tirer, c'est envoyé à la repro, on a mis ça dans des cartons, c'est envoyé en magasin, c'est sorti des cartons, c'est mis dans les rayons, les managers passent dans les rayons et personne ne voit rien. Petite erreur, alors que c'est gravissime comme erreur. Certes, la conséquence sur l'expérience client, elle n'est pas gravissime, mais ça en dit long sur la culture des collaborateurs et l'état d'esprit. Parce qu'ils le voient, ça, ils ne sont pas aveugles. Mais ils font passer autre chose avant ça. C'est-à-dire que ce que le client va voir, finalement, pour eux, est moins important que d'autres priorités qui s'est installées dans leur état d'esprit. Et même si un jour un patron dit « mais enfin, qu'est-ce que c'est n'importe quoi, change ça », en gros, s'il change un peu le process, en tout cas qu'il donne cette injonction-là, c'est pas sûr qu'en réalité les comportements vont évoluer parce que l'état d'esprit est trop ancré. Donc on va travailler sur cet état d'esprit-là. Ensuite, je me suis intéressé pour changer un peu d'univers. Là, on est dans l'industrie, on est chez Kinder. Vous savez, cet épisode qui a eu lieu au mois de décembre, il y a 15-16 mois maintenant, avec le patron de l'usine qui a découvert la salmonelle dans l'usine. C'était au mois de décembre 2021. Et donc, il a évidemment nettoyé l'usine et il a relancé la production. Mais il n'a pas averti les autorités. Donc, certains produits ont pu effectivement être partis dans la nature et dans le business et dans les magasins sans que les autorités aient été averties et donc un retour produit demandé. Bon. Et donc, je me suis dit, mais enfin, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas dit, ce patron de l'usine, aux autorités? Vous voulez savoir? Voilà ce qu'il a annoncé à la presse. Notre usine se situe en Belgique et contrairement à la France, il n'y a pas d'obligation légale de le signaler. J'ai fait mon job. On ne peut pas me le reprocher. Et donc là, il va falloir se poser les questions, c'est quel est mon job en fait? À quel moment je décide de sortir de mon job pour faire ce qu'il faut faire? Et donc, vous allez voir, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est l'état d'esprit des collaborateurs et comment il se construit cet état d'esprit. Parce que je suis certain que cet individu, pris en one-to-one, c'est une personne probablement adorable qui, une fois qu'il revient sur cet épisode-là, peut-être se dit oh, « la vache, ouais, franchement, c'est abusé. » quoi. Mais elle l'a fait. Et qu'est-ce qui amène les gens à faire des choses de ce type-là? Allez, on passe dans le monde de l'assurance. Je ne vous donnerai pas la marque. C'est pas massif. J'ai pu capter des conversations WhatsApp entre agents généraux qui parlent des services support de la marque.
Notre gestionnaire, dit-il, notre gestionnaire Siliste appelle pour un petit sinistre DAB Pro pour accélérer les choses afin d'être missionné un expert, pour éviter de missionner un expert pour 700 €. En gros, moi, agent général, je fais appeler le service de mes fonctions support pour résoudre un truc sans faire appel à un expert. Une personne lui répond et dit qu'elle ne peut pas répondre à sa demande car elle est la seule de permanence. C'est vendredi, il n'y a personne en télétravail. Et tenez-vous bien, son PC n'est même pas allumé. Attention, on ne parle pas d'expérience client, on parle de culture interne. Donc on a des agents généraux qui sont en train de râler, et ça c'est un détail, hein, et qui sont en train de vivre dans un environnement qui, au bout du bout, ne les met pas en condition de penser client. Parce que là encore, c'est un agent général qui pourrait être autonome et responsable parce qu'il a son propre, il est indépendant quelque part, il a sa propre activité. Mais si c'est un collaborateur salarié de l'entreprise, il finit par baisser les bras. Il finit par baisser les bras et après on va lui reprocher de baisser les bras. Mais forcément, on le met dans des dispositions qui l'invitent à allez, j'en ai marre quoi. Fuck. Ils sont nombreux comme ça. Et donc, ce qui va nous intéresser, vous l'avez compris, c'est comment on arrive à avoir des bonnes pratiques en matière de culture client. J'en ai quelques-unes. Hein. Et là, je vous ai donné des éléments destructeurs de culture client. Et je voudrais évoquer quelques éléments contributeurs. Alors, vous connaissez tous cet exemple de Decathlon, avec maintenant la possibilité de venir poser ses affaires dans le bac. Et en 2 secondes, on a le montant, on paye, on s'en va. Donc, l'irritant, le point de douleur du passage en caisse est complètement annulé. Et là, on se dit, mais pourquoi Decathlon seul, à part maintenant Zara et Uniqlo, je crois, fait ça? Pourquoi on n'est pas chez Auchan à passer dans un truc scanner, on paye, on s'en va? Alors certes, c'est plus compliqué chez Auchan ou chez Carrefour que chez Decathlon pour des raisons de propriété des usines et puis du nombre de références, mais si Decathlon a réussi à faire ça, c'est parce que Decathlon est équipé, en termes internes, de collaborateurs totalement obsédés par la même chose, l'épanouissement du plus grand nombre par le sport. Et à partir du moment où vous êtes obsédé par ça et qu'il n'y a pas des managers intermédiaires qui sont plus obsédés par leur carrière et leur évolution que ce qu'ils sont en train de faire pour leur entreprise et pour la mission de leur entreprise sur le marché, alors vous êtes capable de sortir des projets comme ça. C'est compliqué. Il faut mettre la DAF, il faut mettre le commerce, il faut mettre le juridique, il faut mettre l'IT autour de la table pour réussir ces projets comme ça. Peu sont capables de le faire. Decathlon est capable. Et souvent on me dit oui, mais c'est pour payer moins de vendeurs. C'est faux. Decathlon a pris les équipes qui étaient, pas les vendeurs, les hôtesses de caisse. Ils ont pris les personnes qui étaient hôtesses de caisse pour les mettre sur la surface de vente. Donc il n'y a pas eu de licenciement suite à ça. Autre exemple qui est lié à la culture client, c'est une société d'assurance, c'est pas la Massif, j'ai fait attention, pas mélanger les genres, qui a décidé de mettre en place l'équivalent du BEA, Bureau Enquête Accident dans l'aviation, à savoir il y a une personne qui est nommée rattachée au comité de direction dont le métier, c'est d'aller capter les irritants, comprendre d'où ils viennent et les régler, de façon transversale à toutes les directions. Donc ça aide en matière de culture client. Pourquoi culture client? Parce qu'on arrive à mettre ensemble toutes les fonctions de l'entreprise pour résoudre ces irritants lorsque c'est piloté et animé par une personne dont c'est le métier. Ensuite, j'ai cet exemple-là que j'adore, qui est un restaurant italien, qui, comme pas mal de restaurants, on peut arriver parfois, on voit les cuisines, vous savez. Et donc quand on regarde du côté de l'expérience client, on se dit, tiens, c'est quand même toujours chouette de voir les ouvriers, en l'occurrence les cuisiniers, travailler. Ça, c'est l'expérience client. Mais la culture client qui m'intéresse moi, c'est-à-dire l'état d'esprit des collaborateurs, il faut le voir différemment. Il faut voir que les cuisiniers touchent du doigt, matin et soir, le résultat de leur travail. Parce qu'ils voient les convives, les invités, les clients savourer ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, c'est un des secrets. Quand je touche du doigt le résultat de mon travail, je ne peux pas évacuer de mon esprit l'importance de la relation client ou de la préoccupation client. Donc, c'est une manière, faire toucher du doigt, de générer cet état d'esprit dont on parle depuis tout à l'heure. Parfois, il est mauvais, on a vu des exemples. Parfois, il est bon. Là, ça peut être un exemple de génération d'état d'esprit positif. Et puis, toujours pareil, dans la restauration, moi, j'ai un exemple positif qui m'est arrivé. Je suis rentré dans un bar à Paris il y a quelques mois pour boire un café. Non pas pour boire un café, mais pour aller aux toilettes. Et par politesse, je commande un café, je vais aux toilettes, je reviens, je vois mon café servi comme ça. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, en fait, c'était pendant que vous n'étiez pas là, j'ai préféré garder le café au chaud, donc je vous ai mis la soucoupe sur le café. Et donc, qu'on aime ou pas cet acte, on ne peut pas m'enlever l'idée que l'intention du collaborateur était la bonne. L'état d'esprit dans lequel il est le bon. Et donc, on est face à une problématique.
comment vais-je véhiculer le bon état d'esprit dans mes équipes? Vous avez vu, hein, il y a des exemples liés à l'organisation qui ne manage pas la culture de l'entreprise et qui met les collaborateurs dans un bain culturel qui n'est pas propice. Et il y a les individus que nous sommes plus ou moins naturellement orientés clients. Et donc, on va parler de ça en 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, je veux travailler sur les états d'esprit, parce que souvent on me dit, ouais, attends, t'es gentil, c'est pas ce que pensent les gens, on s'en fout, c'est ce qu'ils font. Ah non, parce qu'on fait bien que ce qu'on pense bien. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas, ça va se sentir. Non, je te demande d'embrasser. Oui, d'accord, je vais le faire, je suis obligé. Mais enfin, si je t'aime pas, ça va se sentir. Et donc, on ne peut pas dire aime, on peut juste dire embrasse. Pourtant, c'est bien parce qu'on aime qu'on embrasse. Et donc, tout le sujet de la culture client, c'est pas qu'est-ce que tu fais pour le client. Ne mélangeons pas la culture client et l'expérience client. L'expérience client, c'est des programmes qui visent à optimiser les comportements. Là, on est sur les programmes qui visent à améliorer les attitudes. Parce qu'une attitude positive va générer un comportement positif. Alors, comment on fait? Eh bien, on a 2 sources qui viennent être utilisées par les équipes comme constitutifs de la culture et de la préoccupation client d'un collaborateur qui générera des comportements. C'est la façon dont il va voir son entreprise. On a vu l'exemple des conseillers généraux tout à l'heure, des agents généraux tout à l'heure. S'ils vivent dans une entreprise qui ne les aide pas, et on est tous comme ça, on a tous des entreprises avec des process complètement débiles parfois, qui met les collaborateurs dans des situations où ils disent « Oh putain, c'est pas possible, quoi ». On a tous un manager qui va nous dire de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On a tous des indicateurs de performance qui nous drivent plutôt sur la marge de résultat, voire l'arnaque du client, plutôt que la satisfaction client. Bref, il existe des centaines de façons dans les entreprises pour détruire la culture client. Donc ça nous intéresse, on le décode. Mais aussi, on a Martine, Xavier, Julie et Franck qui ont leurs propres préoccupations clients personnelles, leur profil personnel d'orientation client. Et ça aussi, ça nous intéresse. Parce que mettez des personnes pas du tout orientées client dans une entreprise qui l'est, ça ne marchera pas non plus. Et donc, on s'intéresse à ça aussi essentiellement chez nous, c'est comment je vais faire en sorte que mes collaborateurs vont faire évoluer leur profil personnel. Certes, en tant qu'entreprise, je vais faire le boulot, mais comment vais-je faire pour que mes équipes montent en puissance? On est obligé, si on veut travailler ces sujets-là, de passer par un concept clé qui est le système 1 et le système 2 de la pensée. Le système 2, c'est je t'explique, toi collaborateur, à quel point c'est important de s'occuper des clients. J'espère que tu vas le comprendre parce que tu as un cerveau. Oui, j'ai compris, ok. Donc comme le médecin va expliquer à un patient qu'il est en surpoids et qu'il faut qu'il arrête de manger des corps gras, sinon il va faire, avec son cholestérol, il va avoir des maladies graves. Ok, j'ai compris. Mais le système 1 est utilisé beaucoup dans nos comportements, nos automatismes, et donc le gars qui doit faire un régime, il va continuer à bouffer des hamburgers. Surtout quand il est stressé, parce qu'il fait moins appel à son système 2, parce que les automatismes reviennent. Et donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux collaborateurs, leur expliquer les choses, ils vont comprendre, sauf que les automatismes reviennent. Et les automatismes sont beaucoup plus utilisés que la réflexion, contrairement à ce qu'on pense. L'autre jour, j'étais avec une DAF qui me dit non. Et me semble-t-il, on réfléchit quand même avant de parler. Ah non. Et je voudrais vous faire la démonstration. Donc, on va faire un petit exercice qui va durer 30 secondes, même pas, 20 secondes. Je vais vous afficher des mots à l'écran, et chaque mot est écrit dans une couleur différente. Vous allez devoir, attention c'est important, énoncer les couleurs, pas lire les mots, énoncer les couleurs le plus vite possible, sans se tromper. Attention, vous ne lisez pas les mots, sinon c'est foutu. Donc vous énoncez les couleurs le plus vite possible, sans vous tromper, vous avez 15 secondes, vous pouvez parler à voix haute, de toute façon personne ne vous entendra. Attention, allez, je ferai le test. C'est parti. Alors, rouge, noir, bleu, vert, bleu, violet. Ok, ils sont tombés. Arrête, Frédéric. Je suis fatigué, c'est ça? Non, il y a une disjonction entre le système 1 et le système 2. Le système 1 veut dire jaune, vert, violet, bleu. Le système 2, qui est la consigne qui vous demande de réfléchir, n'est pas raccord avec le système 1. Donc on prend du temps, on bug. Et donc, c'est pareil dans la relation client. Hein. Si le jaune est écrit en jaune, le vert en vert, le violet en violet et le bleu en bleu, ça irait très vite quand le système 1 et le système 2 est aligné. Et bien dans la tête de nos équipes et dans la vôtre, c'est pas toujours aligné. Et ça bug. Quelle que soit la pertinence de nos programmes d'expérience client. Donc on en est là. Et donc c'est un vrai chantier, comme vous le savez. Je n'ai pas le temps de vous développer le chantier, hein, parce qu'on a évidemment des solutions pour tout ça, pour adresser tous ces sujets. Mais on a des super invités qui mettent déjà en œuvre un certain nombre de ces pratiques. Donc je leur laisse la parole. Alors, non. Ah, on m'a demandé... Deux petits exemples en 2 minutes maxi. On m'a juste demandé de montrer la
pertinence business de faire ces sujets-là. Écoutez, je vous donne l'exemple dans la banque de 7 agences qui ont un très bon score de culture client, les équipes, et 7 et 8 agences bancaires du même groupe qui ont des mauvais scores. Et on est allé regarder évidemment le rapport sur la satisfaction, mais aussi sur la fidélité, qui se traite d'ailleurs à travers le taux de multibancarisé. Plus j'ai de clients multibancarisés, moins j'ai de clients fidèles. Et bien comme par hasard, on dépasse les 23% de multibancarisés auprès des agences dont le niveau de culture client est plus faible. Il y a quand même un truc qui se passe. Et c'est évident aussi pour la satisfaction. Allez, j'arrête. Ouais. J'ai Là, pris largement mon temps. Ouais, on va peut-être passer justement à la vraie vie. Et justement, là, on va passer à la Massif avec Sébastien. Alors justement, comment ça se passe de manière concrète chez vous pour diffuser une culture client ? Alors, c'est d'abord une écoute 360 avec, et c'est la partie basse des dispositifs d'écoute client et d'écoute collaborateur qui sont, somme toute, assez classiques, et je ne vais pas longtemps m'apesantir. Écoute client, baromètre marque, enquête à chaud, enquête à froid sur le parcours, notamment le parcours sinistre, écoute collaborateur, un baromètre social et un dispositif hashtag client au cœur sur lequel je reviendrai. Autour de 5 dimensions: former, partager, écouter, accompagner, récompenser. Je vais vous détailler 3 dispositifs qui, à mon sens, sont intéressants et différenciants en tout cas de ce qu'on peut connaître habituellement. Le premier, c'est un programme qui s'appelle Les Essentiels, pour véritablement ancrer et développer, faire évoluer la culture Massif, pour l'orienter dans une dimension culture client qui soit vraiment différenciante. Notre ambition stratégique, c'est d'être numéro 1 de la relation client. Donc, ce programme-là a de particulier ce qu'il aborde finalement 5 dimensions complètement complémentaires. Première dimension, on a un dispositif qui s'appelle Essentiel relationnel et qui s'adresse, c'est un programme qui apporte des éléments de formation, on travaille sur les postures des collaborateurs, mais surtout il s'adresse à tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est vraiment un socle, tous les collaborateurs ont suivi ce module. Et après, vous avez 4 autres modules qui, en fonction du poste qu'on occupe dans l'entreprise, on peut bénéficier de un ou plusieurs modules, mais on a visé des dimensions complémentaires. On a un essentiel managérial, donc qui va traduire finalement dans ce qu'on attend des managers, les postures, les actions au quotidien qui vont permettre d'accompagner, de faciliter, de favoriser le développement de la culture client que l'on souhaite faire vivre à nos collaborateurs. On a le même avec l'essentiel commercial. Là, c'est comment finalement, dans la démarche de vente, on aborde cette dimension. On a un essentiel rédactionnel, parce que dans l'assurance, on écrit, et les écrits d'assurance, clairement, ils ne sont pas forcément et spontanément orientés clients. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est comment, sans dénaturer, puisqu'on est dans une relation contractuelle avec des notions juridiques, comment, sans forcément trop dénaturer, on rend accessible et compréhensible pour nos clients ce dispositif. Et puis, une dernière dimension qui est l'essentiel après-vente, où là, c'est véritablement tout ce que l'on doit faire et tout ce qu'on attend en termes d'expérience sur tout le parcours sinistre, qui est vraiment pour nous le moment de vérité. Deuxième dispositif sur lequel je souhaite partager avec vous des particularités, c'est le comité réclamation. Alors, la particularité du comité réclamation, c'est qu'il est composé à la fois de techniciens, donc des collaborateurs Massif, et des clients, des sociétaires de la Massif. Quand on a une réclamation et qu'on n'arrive pas à trouver un mode de règlement, je dirais, à l'amiable avec notre assuré, on va faire examiner par ce comité, qui examine entre 350 et 500 réclamations par an, la réclamation en question. Les techniciens vont apporter leur éclairage avec des éléments techniques, quelles sont les garanties du contrat, est-ce que le client est bien couvert ou pas. Et puis en face, vous avez des délégués de sociétaires qui, eux, sont vraiment des sociétaires et qui vont regarder ce dossier avec un autre angle et, sur bon nombre de dossiers, amener finalement à réviser la position technique, parce qu'ils vont considérer qu'il y a des éléments qui ne matchent pas complètement avec la couverture, ou alors des situations assurantielles qui, pour l'instant, sont quelque part dans des zones blanches.
Je prends un exemple, avec le développement des Airbnb, il y a énormément de boîtes à clés. Les boîtes à clés, ce n'est pas forcément des éléments qui ont été intégrés dans les garanties des contrats. Et pour autant, en fracturant une boîte à clés, vous avez les clés de la maison. Donc, ça pose un certain nombre de situations. Donc, ces délégués vont nous amener techniquement d'abord à prendre des décisions parfois et à infléchir la position technique et aller dans le sens du sociétaire. Le deuxième élément, c'est que, et là, ils jouent vraiment un rôle d'aiguillon, c'est-à-dire qu'ils vont demander vraiment à notre direction technique d'intégrer ces évolutions dans les contrats. Et tous les ans, ils vont nous demander des comptes en disant, voilà, l'année dernière, on a eu tel ou tel cas. Qu'est-ce que vous avez fait sur les garanties? Qu'est-ce que vous avez fait sur les procédures de gestion pour que véritablement, les garanties qu'on offre, elles évoluent dans le temps et elles restent en adéquation finalement avec les situations qui sont vécues par nos sociétaires. Et enfin, dernier dispositif, ce qu'on appelle les étoiles CX Massif. Donc, c'est un dispositif qu'on a mis en place l'année dernière pour la première fois, où en fait, on a choisi de récompenser et de valoriser toutes les initiatives qu'on identifie comme remarquables, mises en œuvre par les équipes en relation avec les clients pour améliorer au quotidien l'expérience client. Avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment d'identifier et de valoriser les équipes qui, par leur action au quotidien, se sont appropriées ce sujet de l'expérience client. Deux, de les mettre en lumière avec la volonté véritablement de les valoriser, de les généraliser au sein de l'entreprise. Et puis, on voulait véritablement aussi créer une vraie dynamique. Et je vous livre une anecdote sur le sujet. Quand j'ai présenté le sujet, globalement, c'était vraiment 50-50. J'avais 50% du comité de direction qui était plutôt favorable, ou en tout cas prêt à laisser faire, et puis 50% qui étaient plutôt opposés au projet, avec une approche un peu, ça va faire employé du mois client McDo, enfin employé du mois McDo, pardon. Est-ce que c'est en phase avec nos valeurs? Voilà. Bon, malgré tout, le feu vert a été donné, on a mis en place ce dispositif et ce qui est très intéressant, c'est que, les équipes n'ont pas eu du tout ces réticences, elles se sont complètement enthousiasmées pour ce projet. On fait d'ailleurs montre d'une belle créativité. Et puis, l'élément un peu ironique, mais que je retiens avec avec une pointe de satisfaction, c'est que finalement tous ceux qui étaient réticents étaient ravis d'être avec leurs équipes le jour de la cérémonie, embarqués par cette espèce d'énergie collective et surtout d'être là et avec eux au plus près des collaborateurs qui chaque jour reçoivent les clients. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple justement de ces initiatives? Parce que c'est vraiment les collaborateurs qui remontent des idées. Est-ce que, je crois qu'il y a 20-25 idées qui ont été remontées. Est-ce qu'il y a une idée sympa qu'on peut se dire, ah ouais, finalement, les collaborateurs qui sont en contact direct avec les clients, ils ont peut-être aussi des bonnes solutions, quoi. Alors, dans celles que j'ai en tête, on a... Parfois, quand on rationalise la gestion des flux, on peut prendre des décisions et en oubliant que pour le conseiller au quotidien, il y a une difficulté. Une des difficultés, c'est que nos sociétaires en agence peuvent demander les coordonnées du client et finalement, petit à petit, on a fait disparaître les cartes de visite. Et il y a une agence qui a eu l'idée finalement d'utiliser la technologie. Tous les clients ont des smartphones. Et dans l'agence, chaque conseiller a un QR code que son client peut flasher et qui lui rapatrie automatiquement dans son carnet de contact le téléphone, l'adresse mail, bref, en tout cas un moyen de contacter son conseiller dans son agence à proximité. Voilà, simple, efficace. Alors après, il y a des fondamentaux, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce que là, on a vu 3 éléments du dispositif. Donc on parlera par exemple des entraides clients et collaborateurs, c'est ça aussi, pour diffuser la culture client? Oui, alors on a effectivement des écoutes à chaud après chaque interaction, téléphone ou passage en agence avec une évaluation assez classique, avec des étoiles. On a des enquêtes post-parcours à la fois sur les 3 étapes clés, le devis, la souscription et le sinistre qui est pour nous le moment de vérité, dans le sens où en assurance, vous le savez, finalement on achète la promesse d'un service avec l'espoir de ne jamais avoir à le consommer. C'est une activité qui peut être un peu schizophrénique. Le client l'achète parce que l'assurance est obligatoire, en espérant ne jamais en avoir besoin. Et puis l'assureur fait la même prière que son client n'ait jamais besoin de faire appel à ses services. Donc la partie enquête post-parcours, et notamment sur le sinistre, c'est un élément clé.
Merci Sébastien. Donc, on va passer à Laurent, qui lui aussi est client éloquent pour tout ce qui est enquête client et collaborateur. Et toi, Laurent, tu vas prendre un petit peu de recul justement sur votre notion de culture client. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tu as fait un beau schéma. Alors, j'ai essayé de faire un beau schéma pour résumer quelque chose qui finalement, moi, m'a attiré chez Ikera au niveau de cette problématique, mais qui était quand même pas évident sur le papier. Finalement, c'est comment arriver à créer une culture client alors que finalement, les clients qu'on a au quotidien en interaction tous les jours, près de 400 000 interactions, ce n'est pas nos clients. Alors je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, nos clients, c'est des grands donneurs d'ordre et ils nous confient finalement ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leurs propres clients. Et leurs propres clients, vous connaissez très certainement tous ce schéma. Aujourd'hui, un client, quand on va l'acquérir, ça a un certain coût. Puis après vient le point d'équilibre, une fois qu'on commence à gagner de l'argent avec lui, avec le temps qui passe. Et puis plus le temps passe, plus on commence à gagner de l'argent. Et nous, on intervient finalement sur un moment qui n'est pas très sympa. Comme je vous l'ai dit, finalement, c'est une situation d'impayé. Alors aujourd'hui, l'impayé, il faut aussi désacraliser un petit peu ce moment. C'est pour moi la réclamation moderne. Aujourd'hui, on a des clients qui sont tellement exigeants que pour se faire entendre de vos marques, de vous, finalement, ils arrêtent de payer et ils rentrent en contact avec nos collaborateurs et ils expliquent les problèmes qui n'ont pas été réglés chez les grands donneurs d'ordre. Donc aujourd'hui, on a un rôle et on a une transformation culturelle au niveau de notre groupe qu'on a entamée qui est, déjà historiquement, c'était un peu notre rôle, c'était de trouver une solution de paiement puisque c'est notre métier, c'est notre core business. On n'est pas une société philanthropique quand même malgré tout, mais voilà, on intervient sur un moment particulier, mais il faut au final encaisser, puisque c'est ce qu'on nous demande pour travailler sur la trésorerie de nos grands clients donneurs d'ordre. Mais finalement, notre transformation culturelle sur laquelle on a bossé depuis 5 ans, c'est un autre aspect qui est de s'adapter à la culture client de nos donneurs d'ordre. On ne doit pas être dans un moment de rupture ici, on doit être dans un moment de continuité sur ce qui a déjà été initié chez nos clients donneurs d'ordre pour finalement prolonger cette durée de vie, prolonger cette notion culturelle et finalement avoir une relation financière qui dure et donc qui est profitable. Et faire de ce moment-là, je ne vais pas aller jusqu'à dire un moment d'enchantement, mais presque, mais en tout cas, ne pas en faire un irritant et en faire un moment complètement intégré au niveau du parcours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Ikera, depuis 5 ans pour essayer de transformer ça? Alors déjà, heureusement, on avait des gènes, mais les collaborateurs ne s'en rendaient pas forcément compte, mais il y avait cette culture qui avait été instaurée par notre patron. Mais globalement, on s'est dit, voilà, on doit avoir 3 objectifs. Et ces 3 objectifs-là, c'est 3, finalement, moments qu'on va mesurer avec Eloquent, grâce à Eloquent dans nos enquêtes. Parce qu'il faut toujours avoir des indicateurs finalement d'expérience qui soient en relation avec un axe opérationnel qu'on souhaite améliorer. Et on se dit que finalement, quand on est dans une phase d'impayé, de quoi on a besoin? On est dans une situation qui est un peu émotionnellement forte. Donc on a besoin à ce moment-là déjà d'avoir quelqu'un en face de soi qui est courtois. Ça paraît être la base, mais voilà, déjà pour pouvoir commencer à avoir une discussion un peu ouverte, il faut avoir quelqu'un de courtois. Il faut avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui va écouter la problématique du moment. Il y a différents cas. Quand on est en impayé, il peut y avoir différentes causes possibles. On a tous, je suis sûr, dans cette salle, été confrontés au moins une fois à un retard de paiement. Ce n'est pas pour ça qu'on est forcément volontaire. Et donc, c'est aussi à ce moment-là où il faut avoir de l'écoute. Il faut pouvoir comprendre la situation du client. Et après, la dernière des choses qui est la plus importante finalement, c'est de trouver la meilleure solution pour la personne. Trouver la solution qui est la plus adaptée à sa problématique. Donc c'est ça finalement nos 3 objectifs. Et je vous ai mis 3 verbatims plutôt que de vous expliquer les plans d'action qu'on a menés pour ça, parce que finalement notre objectif il est là et c'est par là, c'est par les retours de nos clients qu'on a réussi, en tout cas, à diffuser cette culture client pour traiter des clients qui ne sont pas les nôtres. Grosso modo, c'est une boucle, c'est-à-dire que les collaborateurs ont été formés à cet état d'esprit, courtoisie, écoute et solutions adaptées. Et à l'issue d'une interaction avec un client, il y a une mesure où on demande au client est-ce que l'agent a été courtois, est-ce qu'il a eu de l'écoute, etc., etc. Exactement. Donc ça permet aussi de concrétiser, d'avoir des vrais leviers d'action et de savoir réellement en quoi on a des leviers d'action, puisque c'est clairement identifié et on a clairement des thématiques à aborder. Alors après, concrètement, comment on a traduit? Et moi, je vous ai donné 3 exemples qu'on peut initier en termes de culture client pour rebondir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure. Une culture client, déjà, il faut la porter dans son ADN. Donc, quoi de plus fort que de porter une culture quand c'est marqué dans le nom de l'entreprise? Donc, je vous ai décomposé un petit peu quand on a changé de nom il y a maintenant 3 ans, issu de la fusion de 2 sociétés. On a créé le nom Ikera. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on avait initié ce programme CARE, C-A-R-E, cher à Benoît Méronin. Et donc, du coup, on a voulu
que ce programme il soit finalement dans l'ADN et que la culture de la bienveillance et du prendre soin de l'autre il soit dans notre nom. Et donc c'est le QER, on se l'est approprié comme ça. Et donc la décomposition de notre nom, c'est IQ, intelligence humaine, Care, le prendre soin, et ERA pour faire entrer le recouvrement dans une nouvelle ère. Donc voilà, déjà, mettre notre culture au sein de notre nom, au cœur de notre nom, c'est un acte fort en termes de culture client. Deuxièmement, je pense que afficher une culture, c'est afficher ses objectifs. Quand on a une charte, il ne faut pas la garder dans un tiroir, il ne faut pas la mettre sur un serveur, planquée quelque part, ou dans une formation, dans une phase d'onboarding, il faut l'afficher partout. Donc nous, nos objectifs et notre culture, elle est affichée partout, sur tous les sites, sur tous les étages. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis après, sur tous nos écrans, on affiche les résultats. Donc quand on a des très beaux verbatim, quand on a des indicateurs qui progressent, ça, c'est très intéressant. Et puis après, il faut valoriser, je pense que c'est un troisième exemple, il faut valoriser ceux qui l'incarnent. Donc nous, on a une manière de valoriser nos collaborateurs, ceux qui incarnent cette culture, c'est ceux que finalement, par un système d'élection pyramidale, les meilleurs verbatim. On part d'un site, c'est les collaborateurs du site qui élisent le meilleur verbatim, puis les managers, puis le patron de site, et ensuite, il y a une élection globale qui est faite par le patron des opérations qui, lui, va dire c'est cette personne-là et c'est ce verbatim-là qui incarne le plus notre culture client. Il y en a un quatrième que j'aimerais bien mettre plus tard. Il n'en parlera pas parce que voilà, il y a un peu un devoir de réserve, mais moi je vous invite vraiment à le faire parce que ça a été une expérience géniale. Guillaume et ses équipes chez Ecosystem, ils ont un outil qui s'appelle la fresque du client. Sincèrement, allez vous renseigner, regardez, moi j'ai vécu l'expérience, c'est juste génialissime en termes de culture. Voilà, et elle restera en retrait, mais moi je trouve ça génial. Voilà. Alors la fresque du client, c'est une adaptation de la fresque du climat, mais à la relation client. Alors Guillaume dit vous êtes une minute, mais vraiment une minute, mais pas plus. Hein. Ce serait beaucoup trop long. La fresque du client consiste, en 2 secondes, à, comme la fresque du climat, faire comprendre l'interaction entre les différentes notions clés que chacun doit avoir en tête, en partant de la culture client des équipes jusqu'au profil d'entreprise, en passant par la fidélité, la satisfaction, l'expérience client, l'écoute des réclamations, bref, tout est lié. Mais sauf que c'est des notions qu'on se balade comme ça depuis des années. L'exercice collectif consiste à s'accorder sur les liens qui existent entre toutes ces notions-là. Et ensuite, on débriefe avec la fresque idéale. Mais voilà, c'est le principe de la fresque du climat rapporté au client. Donc, fresque du climat, vous regardez sur YouTube et vous verrez des exemples. Alors là, maintenant, on va prendre un petit peu de recul. On a parlé de la culture client. On disait qu'un deuxième pilier, c'était la RSE. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez brûlant. Et justement, Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que vous faites au niveau de la RSE et ta vision un petit peu à ce niveau-là? Alors, je crois que c'est toi qui as la zapette. Oui, c'est moi qui l'ai. Alors, en effet, oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que et je sais qu'on est certains dans cette salle à partager également ces valeurs-là. Moi, j'ai essayé de me dire aujourd'hui comment mon métier a évolué ces différentes années et à quoi j'ai été confronté par rapport aux problématiques d'expérience client. Vous êtes tous aujourd'hui des professionnels de la relation et de l'expérience client. Vous êtes orientés client, vous avez une certaine culture client, mais on voit que la manière dont on a abordé le sujet, moi maintenant depuis quand même pas mal d'années, elle est vraiment différente. Et donc du coup, je me suis quand même posé la question aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Et quand je regarde un petit peu en arrière, aujourd'hui, quand on pensait client, satisfaction client, on était très centré sur nous-mêmes. Moi, j'ai commencé ma carrière, on était très centré sur nous-mêmes. Quand on parlait de satisfaction client, on parlait de mesures de qualité interne, on parlait de process, de Lean Six Sigma, on avait des indicateurs qui étaient très orientés sur nous. Puis après, progressivement, on s'est dit, oulala, mais finalement, si on se regarde uniquement le nombril, on va se planter et il faut commencer à écouter le client. Il faut commencer à penser à écoute client, feedback management, et on a vu l'émergence d'une autre sémantique qui était beaucoup plus tournée vers les attentes de nos clients, avec des irritants, des pain points, etc. Et puis après, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui finalement sont au cœur de cette écoute de nos clients, c'est les collaborateurs. Donc on a vu émerger les notions de management par le care pour Benoît Méronin, symétrie des attentions avec Thierry Spencer. Voilà, toutes ces notions-là qui étaient de se dire, et de culture client, qui étaient de se dire, mais finalement, dans notre problématique de directeur de l'expérience client, on doit aussi tenir compte de la formation de nos collaborateurs, de l'orientation client de nos collaborateurs, etc. Et puis là, on voit finalement un autre phénomène qui émerge et qui, moi, me touche particulièrement et qui, de toute façon, va nous toucher parce que c'est un enjeu qui est citoyen. Et aujourd'hui, la manière dont, en fait, on va être impacté au niveau de nos métiers,
Il y a un petit problème avec le slide, mais c'est pas grave, sur la mise en forme. C'est la manière dont les enjeux sociétaux et environnementaux vont impacter finalement ce qu'on va devoir faire vivre en termes d'expérience et de culture client. Les fondamentaux vont changer et on va avoir des repères qui vont être complètement différents. Donc, comment ça se traduit? Et moi, j'ai essayé finalement, alors je ne vais pas vous donner les réponses, mais en tout cas, c'est des questions que je me suis posées ou des choses que j'ai observées ces derniers temps. Et je me dis finalement qu'ils vont commencer à influer et qui vont nous arriver de toute façon dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, et qu'il faut se préparer. Aujourd'hui, on va avoir un impact de la RSE sur le business model de notre marque. On va devoir être cohérent. Et là, je vous ai donné un exemple, finalement, d'une société que vous connaissez très certainement, mais dont on commence à s'interroger, finalement, sur l'impact sociétal et environnemental du modèle économique, finalement, de cette société. On va devoir, nous aussi, à un moment donné, par rapport à nos propres modèles économiques, commencer à réfléchir à cette cohérence du positionnement de notre marque à cause de la RSE. Deuxièmement, l'impact sur l'accompagnement de nos collaborateurs dans cette mutation. Là, j'ai pris un exemple que j'ai vu sur le net et sur LinkedIn, sur Orpi, qui finalement est en train de transformer le métier d'agent immobilier vers des conseillers énergétiques. Donc là, on va devoir, vous peut-être au niveau de vos conseillers qui vont être en front avec les clients, transformer leur approche, commencer à aborder finalement d'autres sujets. Oui, parce que dans l'immobilier, le coût de l'isolation du chauffage, c'est 20% d'un bien. Si le prix du chauffage augmente x2, c'est plus anecdotique. Et donc, du coup, nos collaborateurs, quelle que soit l'activité, vont devoir intégrer ces problématiques ou répondre à ce type de questions. Comment les accompagner? Comment les former? Comment faire en sorte qu'ils soient crédibles vis-à-vis et comment l'intégrer dans la notion de culture client, telle que l'évoquait Guillaume tout à l'heure. Troisième sujet, sur des sujets très techniques, sur les parcours clients que vous allez mettre en œuvre. Là, aujourd'hui, j'ai pris un exemple pareil. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps sur Mano Mano. On commence à me proposer des parcours avec une notion de décarbonation. Un parcours qui serait beaucoup plus green, où on va faire une mise en livraison dans des points relais plutôt qu'à domicile. Demain, je suis à peu près sûr, à peu près certain que nos parcours vont intégrer cette notion de décarbonation ou pas. Ça va être une influence forte puisque ça va être inspiré directement de la RSE. L'impact de vos parcours sur vos effets waouh. Les fameux effets waouh sur lesquels on a tous travaillé pendant des années en disant quel est le moment qui va être impactant, le moment qui va être génialissime pour nos clients. J'ai pris l'exemple de la petite bouteille d'eau. La petite bouteille d'eau, quand on arrivait dans les hôtels, c'était l'effet waouh il y a encore quelques années. Je ne suis pas sûr que la petite bouteille d'eau, demain, avec les critères RSE, elle fasse son effet waouh, mais ça va plutôt devenir un pain point. Donc réfléchir sur nos parcours. Pareil, l'impact sur la perception client, sur les preuves et la sincérité de la démarche qu'on va avoir vis-à-vis de nos marques. Aujourd'hui, on va devoir être très 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 modeste sur les promesses qu'on va faire au niveau de nos produits et de nos services, parce que derrière la sanction, autant en expérience client, on peut toujours avoir un droit à l'erreur. Il y a une mise en veille de l'écran. Oui, faut peut-être la stopper. Donc, du coup, on va avoir un vrai impact demain sur la crédibilité finalement de messages, parce qu'on va être sanctionné de manière beaucoup plus forte au niveau des attentes de nos clients. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'engagement de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nos collaborateurs, je pense qu'on le sait tous, sont en vraie quête de sens. On a un vrai souci en termes de recrutement, on a besoin d'attirer des talents. Donc la manière dont on va intéresser nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs sur ces enjeux pour les fidéliser et pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent intégrer justement nos entreprises par rapport à ces problématiques-là, ça va être vraiment un enjeu extrêmement important. Donc du coup, ça c'est les différents défis finalement que moi j'ai pu identifier, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres et je suis sûr que chacun dans cette salle va pouvoir aussi se dire c'est vrai que dans mon activité je vais devoir réfléchir là-dessus. Du coup, en termes de vision, j'ai essayé de recycler un vieux slide que moi j'utilisais en termes de à l'époque, en termes de culture et d'expérience client, en essayant d'embarquer finalement en comité de direction, en disant mais finalement l'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est une modélisation entre les attentes du client moins la réalité de ce qu'il vit, multipliée par des émotions, puisque ça reste le facteur émotionnel en fait qui fait que l'expérience elle est vraiment marquante ou pas. Et je me dis que finalement dans les prochains mois et dans les prochaines années, cette équation, on va la faire évoluer parce qu'il va falloir y introduire
une notion de citoyenneté. Alors, je vois nos amis de KPM qui sont là. Eux parlent d'expérience client durable, mais l'esprit est là, c'est la même chose. Hein. C'est intégrer cette notion finalement de citoyenneté, d'enjeu, avec des questions à se poser. Est-ce que demain, on va devoir répondre à des enjeux de parcours décarbonés? Est-ce qu'on va avoir un quota de carbone sur nos parcours clients? Est-ce qu'on va être objectivé par nos directeurs RSE dans nos organisations là-dessus? Les fameux effets waouh, est-ce que ce sera les mêmes demain? Est-ce que finalement les effets waouh d'aujourd'hui ne vont pas devenir des pain points demain? Et puis l'impact sur nos partenaires, le choix, j'imagine qu'il doit y avoir certains partenaires fournisseurs qui accompagnent des entreprises demain. Et comment vont-ils être impactés eux aussi également sur les choix qu'ils vont proposer en termes d'accompagnement numérique, etc. Et puis le dernier sujet qui est majeur, qui est l'attractivité des talents, l'impact sur le turnover et puis la politique d'inclusion sur la dimension sociétale. Comment est-ce qu'on va finalement intégrer tout ça dans la future stratégie d'expérience client de nos marques? Et puis pour conclure, moi j'ai essayé de vous traduire un petit peu la notion d'un petit peu tout ça entre expérience client, collaborateur et RSE. Comment ça se traduit, nous, humblement chez Ikera? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous vendre du rêve avec une société de recouvrement, mais juste de la cohérence et peut-être le traduire pour vous et vous en inspirer. Aujourd'hui, notre programme d'expérience client, il a pour but ultime de trouver une solution de paiement avec un client débiteur. Ça, c'est notre but et c'est la finalité. Mais finalement, l'impact pour nos collaborateurs, ça permet de valoriser beaucoup plus le métier. Quand on travaille pour une société de recouvrement, on ne se lève pas, on ne fait pas des études pour ça. Donc ça valorise finalement leur travail en ayant des retours hyper positifs. Et ça renforce aussi sur la partie RSE notre rôle sociétal, puisque en identifiant des clients qui sont en extrême fragilité de paiement, on arrive à avoir une vraie politique RSE concrète en accompagnant des clients fragiles. Sur la partie expérience collaborateur, finalement, en essayant d'accompagner au mieux cette transformation culturelle de nos collaborateurs, on a aussi deux effets collatéraux positifs. Ça améliore la durabilité finalement de notre performance, puisque des collaborateurs qui sont dans des performances qui sont intéressantes et pérennes, ils ont envie finalement de rester chez nous, et donc on ne promet pas que de l'instantanéité, mais de la durabilité. Et ça fidélise aussi pour un engagement durable. On n'a pas juste, quand on fait de la RSE, il faut s'inscrire dans la durée. Et enfin, dernier point, quand on a une vraie politique RSE avec un ancrage sociétal et environnemental finalement dans l'entreprise, l'avantage c'est qu'on renforce sa marque employeur vis-à-vis des collaborateurs et que ça nous permet aussi d'adapter nos pratiques, nos moyens et de transformer ces fameux programmes d'expérience client. Et c'est là-dessus aussi qu'il va y avoir cette vraie influence. Et donc moi j'ai la chance de m'occuper de ces trois piliers d'écoute finalement, d'écoute collaborateur, d'écoute client et d'écoute du monde qui nous entoure. Alors, merci Laurent. Donc, on va terminer avec Sébastien qui va nous parler des convictions au niveau de la relation client de la Massif pour 2024-2023. Alors, quels sont les éléments clés à retenir selon toi? Alors effectivement, nos convictions sur 2023, c'est qu'on s'inscrit dans une relation client durable et elle repose sur quatre dimensions. C'est d'abord d'offrir des prestations au meilleur prix, c'est-à-dire qu'en assurance, le tarif est un critère qui est quand même prépondérant. On prend des engagements de long terme vis-à-vis de nos clients. Il y a cette promesse de marque qui est une gestion de sinistre au moment où il se produit, qui est vraiment qui peut être un moment de détresse et de fragilité fort pour nos clients. Donc cette dimension-là, il faut pour nous arriver finalement à trouver le bon compromis entre l'attractivité et tarifaire, cette dimension concurrentielle, et puis le service qu'on va délivrer. Le deuxième pilier, c'est d'être irréprochable sur les fondamentaux. Ça, c'est une conviction qu'on a très forte. Sur cette année particulièrement où en début d'année un certain nombre de cabinets de conseil parlaient d'entrer dans l'âge de la colère. Je crois que les événements des derniers jours malheureusement l'illustrent. C'est qu'avec les stratégies tournées autour d'expérience client, on vise la cerise, mais notre conviction c'est qu'il faudra d'abord délivrer le gâteau avant de chercher à viser à y rajouter la cerise. Il y a une vraie exigence croissante des clients pour en avoir pour leur argent finalement, et que le service délivré soit à la hauteur de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont compris. La troisième, c'est pour nous être une entreprise responsable, partenaire du quotidien. Alors j'aurais pu effectivement développer une illustration autour des investissements dans les entreprises non carbonées, mais j'ai plutôt choisi de l'illustrer autour d'une cible qui est pour nous une priorité sur 2023, c'est les publics fragiles, avec deux éléments. Vous avez au centre de la diapositive un personnage qui s'appelle Paloma. Paloma, c'est un avatar que l'on a développé avec une start-up
et qui traduit en langue des signes, donc qui s'adresse aux personnes sourdes et malentendantes et qui traduit en langue des signes un certain nombre de notions et notamment qui permet, avec l'application, d'assister en direct et de traduire en langage des signes les dispositions pour remplir un constat. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que les personnes sourdes et malentendantes sont ce qu'on appelle des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire les notions, les termes ne renvoient pas forcément aux mêmes notions, et compléter un constat, c'est une tâche qui est extrêmement compliquée pour elles. Et cet avatar prend le relais et leur permet en live d'avoir une assistance traduite en langue des signes qui leur permet de remplir correctement et convenablement un constat et donc de défendre, je dirais, leurs intérêts, leur situation, parce que malheureusement, on observe à l'expérience que dans cette situation-là, ils peuvent malheureusement être victimes d'indélicatesse dont ils ont à assumer les conséquences derrière. Deuxième élément, toujours sous un autre angle autour des publics fragiles, on a noué un partenariat avec Crésus pour accompagner dans de la gestion budgétaire, voilà, parmi nos sociétaires les plus fragiles et ceux qui ont des difficultés économiques, et leur apprendre finalement, avec beaucoup de pédagogie, à gérer un budget. Et le dernier élément, parce qu'une relation client, elle est, même s'il y a de plus en plus de digital, on voit bien qu'en contrepoint, il y a de plus en plus d'attentes très fortes pour avoir une dimension humaine marquée, c'est effectivement de capitaliser sur nos collaborateurs et leur engagement, avec finalement un axiome qui est assez simple. Moi, je dirais que les managers doivent prendre soin des collaborateurs et les collaborateurs doivent pouvoir donc prendre soin de nos sociétaires. Et avec un métier qui est parfois pas forcément facile. Et moi, je dis toujours, on a réussi finalement de relever le défi quand le dernier appel de la journée, il est géré avec le même enthousiasme et la même disponibilité que le premier de la matinée. Je reviens sur un outil que j'ai présenté rapidement tout à l'heure. On a développé un outil qui s'appelle #client au cœur et qui permet à tous les collaborateurs, puisqu'il est en libre accès, de leur permettre de déclarer des irritants, à la fois clients qu'ils ont identifiés ou des irritants qui les pénalisent dans leur activité au quotidien, pour leur donner finalement le moyen d'agir sur leur contexte de travail. Donc ces irritants-là sont déclarés, ils sont ensuite instruits, et puis derrière, il y a des solutions qui sont trouvées pour leur faciliter la vie. Aujourd'hui, c'est pratiquement, on est à peu près 3000 idées qui ont été poussées et qui sont aujourd'hui prises en charge pour faciliter le travail des collaborateurs et finalement leur permettre d'être délivrés des contingences un peu matérielles et de se concentrer sur les clients. Merci à tous les trois. Juste avant de passer à une question-réponse, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je dirais juste, je rebondirai sur Paloma. Et si vous voulez voir les vrais collègues humains de Paloma, vous pouvez vous rendre sur le stand Eloquent avec Axio, qui vous fait justement une présentation de tout ce qui est gestion de la langue des signes. Alors on a peut-être le temps de prendre une question si on ne veut pas déborder. Et bien entendu, après, nos intervenants seront à votre entière disposition. Alors, n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes. Donc, pas de questions. Je pense qu'on a été très clair alors. Frédéric, moi j'avais juste une petite chose à ajouter. J'avais fait une petite promesse. C'est un peu de la publicité, je suis désolé, mais on parlait d'engagement collaborateur justement au service de l'expérience client. Je vous invite à aller voir une jeune start-up qui s'appelle Day One. Day One, ça permet de mettre en relation des associations caritatives avec nos collaborateurs. Donc ça de manière très assistée, de manière très simple. C'est une jeune start-up qui vient de démarrer, ils sont juste géniaux. Donc si vous voulez engager vos collaborateurs dans une démarche qui est vraiment super, Day One, jour premier, ils sont vraiment top. Voilà. Merci Laurent. Non, mais c'est une bonne idée, il faut partager les bonnes pratiques. Donc si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, nos intervenants sont encore là quelques minutes. Et autrement, vous pouvez nous retrouver sur le stand Eloquent. Donc vous sortez tout droit et vous allez ensuite à droite. Et on sera un plaisir de vous présenter les programmes d'écoute clients collaborateurs. Et bien entendu, les personnes d'Axio pourront faire une démonstration de tout ce qui est langage des signes au téléphone et en visio, pour un centre de contact adapté aux personnes en situation de handicap. Je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes conférences. Bonne journée.